Je vais vous parler aujourd'hui de l'importance de la gestion de la supply chain dans une industrie fort changeante telle que l'industrie post-Covid. Non, je ne vais pas du tout vous parler de ça. En fait, quand on invite un directeur de production à parler sur scène, on s'attend à ce qu'il parle de ça. Qu'il parle de la supply chain, qu'il parle des choses à mettre en place, qu'il parle d'investissement et de retour sur investissement, de calcul de retour sur investissement. Et tout ça, on a l'impression que c'est le quotidien d'un directeur de production. Et là, moi, je vais aujourd'hui m'arrêter pour essayer de parler un petit peu avec vous d'un point où on a pu se rendre compte que c'est parfois beaucoup plus important et beaucoup plus utile de s'arrêter pour en parler, c'est la valeur de l'humain. Parce que dans l'inconscient collectif, les directeurs de production, ils s'arrêtent, ils font des calculs, ils achètent des lignes, et ils savent que quand ils vont mettre une nouvelle ligne en place, ils auront des problèmes. Ils sont conscients qu'ils auront des problèmes, ils le font quand même, et ils savent qu'ils résoudront ces problèmes pour avoir un avenir meilleur. Mais est-ce que beaucoup d'entre vous font ça avec leur équipe ? Réellement vous asseoir, réfléchir au bien-être de vos gens, mettre des choses en place, en sachant que parfois on se prendra la marche dans le tapis, mais sachant que derrière, il y aura un avenir meilleur. Mais c'est vraiment de ça que j'aimerais parler avec vous, parce que si on regarde quelques chiffres, je vais quand même mettre des graphiques parce que je suis ingénieur, donc si on regarde quelques chiffres, on peut voir que la productivité globale, par exemple, au cours des 70 dernières années, elle n'a pas arrêté d'augmenter. Mais bon, ça c'est très bien, ça veut dire que derrière, il y a des industriels qui ont bien bossé, qui ont fait du bon travail, qui ont amélioré les rendements, mais ça veut dire aussi peut-être qu'il y a des gens qui ont dû plus travailler ou avoir des jobs peut-être plus répétitifs, un peu idée où on a un travail bien segmenté, avec du Six Sigma, avec des choses bien carrées, et derrière, les gens, ils se retrouvent être un numéro dans une boîte. Donc parfois, on va se dire que les gens sur les lignes, ils vont se dire bah, « What's in it for me ?» Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Oui, l'industrie est plus rentable. Oui, il y a une certaine sécurité d'emploi derrière. Donc à terme, c'est top. Mais au total, moi, est-ce que j'étais pas mieux dans une plus petite boîte où je pouvais gérer mon travail comme je le voulais et où je pouvais vraiment en profiter au quotidien pour avoir un job épanouissant, duquel je rentrais souriant, j'embrassais ma petite femme et j'allais jardiner? Et donc, cette idée d'augmentation de la productivité qui est top au niveau industriel peut parfois ne pas l'être quand elle est vue de la part de la base, donc des gens qui font réellement le produit. Basé sur cette question, on s'est posé donc on a mis en place deux grandes stratégies de travail qui étaient la première, vraiment d'écouter les gens. Avec l'aide d'Alimento, on a pu écouter l'ensemble de notre personnel, donc on a une boîte d'une 40aine de personnes avec une très forte croissance. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 12 ans, on a fait x15. Par exemple, moi, quand je suis arrivé chez Lupulus, je venais de chez AB InBev. On faisait à AB InBev en 2 heures et demie ce qu'on faisait en un an chez Lupulus. Donc on était vraiment une microbrasserie. Et là, on a eu une telle croissance que le What's in it for me, moi je ne suis plus dans une microbrasserie, je suis dans une brasserie de forte croissance. Et qu'est-ce que mes gens en pensent quoi? Et donc on a écouté vraiment l'ensemble du personnel, donc production, enfin, brasseurs, sous-tireurs, maintenance, administratif, marketing, même la direction, avec l'aide d'Alimento. Cela nous a donné vraiment des pistes de travail. Et derrière, avec ces pistes de travail, ces cartes qu'on avait en main, on a pu participer au lab d'innovation. Donc organisé notamment par Alimento et Workitex. C'est vraiment 4 jours où on a pu rencontrer un spécialiste dont le rêve, c'était de dire eh ben, je vais m'arranger pour que mes gens aient envie de travailler avec moi jusqu'à leur pension. Donc vraiment de se dire que mettre en place pour que ça se passe bien. Donc dans notre cas, la première phase, donc, qui était cette phase d'écoute du personnel, elle a mis 3 grandes tendances en avant. Premièrement, qu'il fallait clarifier et fluidifier les rôles et responsabilités. Parce que dans une brasserie, on se dit un brasseur, qu'est-ce qu'il fait? Il brasse, ça va sans dire. Ouais, mais parfois il vaut mieux le dire quand même. Parce que les gens ils ne savent pas toujours exactement ce qu'ils font. J'ai eu le coup où après cette séance d'écoute, mon responsable sous-tirage est venu au bureau et il me dit « Mais finalement Damien, qu'est-ce que tu attends de moi en détail ?» Parce qu'il croyait que j'avais des non-dits ou autres, parce que ça semblait tellement logique que je lui fasse confiance, que je le laisse mettre les projets en place, qu'il voyait ça comme une certaine retenue de ma part. J'ai eu la même chose avec mon responsable qualité qui me dit « Mais Damien, là on grandit, je vais devoir engager des gens au labo, je ne me sens pas manager dans l'âme. » Donc on lui a mis une formation en management. Donc juste partir de l'écoute, on a déjà fait un grand pas en avant. Un deuxième point, c'était instaurer des chartes de valeurs et plutôt des missions. Je vous ai dit, moi je suis de formation ingénieur, pour moi des missions, des valeurs et tout ça, c'est un peu une perte de temps, il faut des chiffres, il faut que ça avance. Ben non, en fait pas du tout. Les gens, ils en ont besoin. Les gens, ils ont besoin de savoir vers quoi ils tendent. Et ça, je vais y revenir beaucoup parce que c'est un point assez important par la suite. Et finalement, un point qui est beaucoup revenu de la part des gens, c'est leur envie d'apprendre.
Et cette nécessité de miser sur l'apprentissage, de ne pas cloisonner les gens dans un seul job sans leur donner aucune perspective d'avenir. Et pour ce faire, par exemple, on a mis en place des projets Vie ma vie. Le projet Vie ma vie, c'est simplement on prend quelqu'un, on le met avec quelqu'un d'autre. Et typiquement, aujourd'hui, j'ai un soutireur qui est avec un brasseur. Il ne rapporte rien à la brasserie, aujourd'hui il est en doublon, mais il va se rendre compte de la réalité du travail de son collègue. Et quand en fin de journée, il devra rincer une cuve, il va se dire « ouais, mais le brasseur, il a bien le temps », il va peut-être se rendre compte qu'en fait, le brasseur n'a pas le temps. Demain, j'ai un soutirage de canettes qui va être fait par un logisticien, un brasseur, et la logistique du soutirage va être faite par un soutireur qui sera sur le Clark. Donc j'ai échangé toutes les équipes pour que les gens voient la vie des autres. Et dernier exemple où, dans ce cadre-là, on essaye vraiment aussi de donner la responsabilité aux gens. Il faut leur faire confiance, il faut leur dire, ben voilà, je te donne une nouvelle tâche, mais tu as aussi tout le package. Donc, je lui mets dans la main et j'ai eu ça avec le responsable logistique. Il vient me trouver lundi, il me dit, Damien, j'ai constaté qu'on n'avait plus assez de bière en clip de 4. Donc, j'ai fait monter des palettes, j'ai libéré des gens et je fais le nécessaire pour l'encoder dans ERP. Donc, je me retrouve avec un gars qui, avant, serait venu me dire, oui, chef, on est bon dans les stocks. Ah, maintenant, un gars qui me dit, j'ai checké mes stocks, j'ai fait tout ce qu'il fallait et tout est encodé. Oui, il a dû apprendre à se servir de l'outil, mais maintenant, il est plus épanoui dans son boulot. Donc, moi, si j'avais le choix, je préfère vraiment travailler dans la deuxième solution du gars épanoui qui rentre chez lui en se disant, ben, j'ai les cartes en main. Alors, tout va toujours bien dans le meilleur des mondes, mais arrive le lab d'innovation. Cette photo-là, ça représente un petit peu l'idée d'une équipe à l'ancienne, où vous avez un membre qui est absent, ça se passe un petit peu moins bien. Donc là, on voit que le balayeur, ou bien plutôt l'homme à la pelle, on n'en sait trop rien, était absent, et donc ils ont fait la peinture autour du tas de sable. Alors ça, c'est typiquement la chose qu'on va essayer d'éviter, parce que quand on travaille dans une industrie alimentaire, on a vraiment toujours tendance, et en tout, involontairement, on a tendance à mettre les gens dans des cases et à leur faire faire une tâche et à en faire des experts. Une fois que vous avez un expert, vous savez que vous pouvez lui faire confiance, vous savez qu'il fera du bon boulot et que le travail sera bien fait. Mais le jour où votre expert n'est pas là, ben vous avez ça. Vous vous retrouvez avec des routes, avec des lignes blanches qui vont de travers, simplement parce que vous n'avez pas su créer une équipe la plus autonome et la plus dynamique possible. Et donc, pour parvenir à cette idée-là, ce qu'on a tenté de faire, c'est vraiment d'exploser les silos. Je ne parle pas des silos de malt de la brasserie, hein, mais je parle de ces silos où j'ai un brasseur, j'ai un soutireur, j'ai un logisticien, j'ai la qualité qui chapeaute le tout et la maintenance qui est la base. Non, l'idée, c'est qu'on a vraiment essayé de changer ça. Pour ce faire, via ces labs d'innovation donc, qui sont le thème du jour, on a travaillé en 4 grandes séquences où on a d'abord travaillé sur tout ce qui était rapport à la vision. Donc la vision, c'est ce que je vous disais, où personnellement, au début, je n'avais jamais trop compris l'idée, mais c'est vraiment quelque chose d'important où, si on commence par la vision, on sait donner aux gens l'envie d'aller quelque part. Alors, si vous êtes industriel, vous savez très bien, c'est quoi la vision? Je veux avoir une boîte qui tourne, je veux des chiffres d'affaires qui sont bons, je veux garder mes gens et je veux que ça soit bien. Donc, on est tous d'accord sur ça, mais concrètement, il y a 1000 choses différentes. Est-ce que votre priorité, c'est le service client? Ça pourrait être ça, c'est je ne veux pas de rupture de stock et pas de plainte client. Est-ce que votre priorité, c'est la pérennité de l'emploi? Donc, quitte à diminuer un peu les marges, à créer un emploi local et non délocalisable, c'est tout aussi noble. Est-ce que votre priorité, c'est la croissance? Suite à une discussion qui était assez longue et fournie, nous, notre priorité, et la direction est d'accord avec moi, c'est, excusez-moi l'expression, mais de faire la meilleure bière du monde. Donc, vraiment de se baser sur la qualité coûte que coûte. Et donc, ça permet vraiment d'avoir une vision où, exemple concret, j'ai eu vendredi dernier une réunion avec mes brasseurs suite à une demande de la maintenance qui voulait travailler sur les réductions d'eau, comme on vient de parler à l'instant. Réduction d'eau, j'en suis fan. Je suis complètement écolo, je vais travailler en vélo, je suis venu en train aujourd'hui et tout ça. Là, vous pouvez me croire, ça m'intéresse. Mais à un moment ou l'autre, il faut être cohérent. Donc on a discuté avec nos brasseurs. La priorité, c'est de faire une bière qui soit top, dont on soit fier, pas pour être meilleur que les autres, mais pour être meilleur que nous-mêmes, pour nous améliorer au quotidien. Et donc on a dit, ben non, la priorité aujourd'hui, c'est pas de travailler sur l'eau, c'est de diminuer les écarts types dans nos bières, donc de standardiser notre produit pour que le client ait toujours une bière top. Je peux vous le dire, les yeux fermés, n'importe lequel d'entre vous peut rentrer chez lui, ouvrir une Lupulus, elle sera bonne. C'est une priorité. Donc voilà, on s'est donné une vision. Une fois qu'on a pu se donner cette vision-là, on a pu aller vers l'étape du leadership. Donc, non pas la ligne hiérarchique, mais bien le leadership. On a tendance à toujours vouloir dire c'est le chef qui va avoir des bonnes idées, il va les mettre en place et attendre que ça se passe bien. Mais là, la différence entre un chef et un leader, c'est que le leader, il emmène les gens avec lui. Mais le leader, il n'a pas besoin d'être le chef. Donc, si par exemple, je reviens à ma réunion avec les brasseurs où on a parlé de quelles seraient les priorités,
donc qui serait la qualité du produit fini, eh ben, directement, et je n'ai rien eu à demander, en sortant de la réunion, le responsable qualité a été trouvé, le brasseur qui faisait le matin la semaine d'après, lui a dit « Viens avec moi, on va direct créer un groupe de travail dans Teams pour centraliser les documents ». Donc là, j'ai 2 gars qui ont pris le leadership du truc et qui sont partis main dans la main pour lancer le projet, pour standardiser. Mais que demander de plus, quoi? Un troisième point bien important, une fois que vous avez pu créer ces leaders qui vont pouvoir lancer et pousser votre projet, c'est de pouvoir derrière former des équipes autour. Alors ça, pareil, ça fait bien beau de dire oui, je veux une équipe, parce que j'ai tendance aussi parfois à ne pas trop y croire quand on me dit des belles paroles comme je suis en train de vous en donner maintenant. Et donc, j'ai vraiment essayé de mettre les choses en place pour que ça vive. Et bien, typiquement, cette équipe, l'exemple ici que je viens de vous citer, c'était un du labo qui était cherché par la main, un du brassage, pour standardiser des documents, dont des documents de suivi d'oxygène qui sont relatifs à la bière qui rentre à la soutireuse. Donc on a vraiment le groupe des brasseurs qui crée un groupe mixte avec tous les départements, avec l'optique d'avoir une bière qui soit vraiment top du début à la fin. Donc ils ont dans leurs mains le résultat final, la qualité de la bière qu'ils vont servir à leurs amis et la fierté de se dire « je travaille chez Lupulus, c'est moi qui l'a fait ». Évidemment, il faut leur faire confiance, parce que ça demande un travail monstre derrière, de pouvoir les suivre, de suivre toutes ces idées qui sortent, et de pouvoir derrière les centraliser, d'où ce groupe de travail multidisciplinaire. Mais ça marche, enfin, personnellement, j'y crois vraiment. Et une fois que vous avez cette vision, donc dans notre cas par exemple de la qualité, que vous avez des gens qui sont motivés, qui sont prêts à avancer, qui sont prêts à tirer le projet, et que vous avez des équipes qui se forment, là, vous pouvez travailler sur les individus, donc travailler au niveau beaucoup plus système. Donc vous avez le système micro, votre personnel. Là, vous allez pouvoir mettre en place des matrices de formation, des matrices de formation compétences, des descriptions de fonctions, toutes des choses ainsi. Mais j'ai vraiment le sentiment que historiquement, on a plutôt tendance à faire l'inverse. Partir d'une tâche, dire ben voilà, toi tu seras sous-tireur, tu vas faire ça, 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 plutôt que de lui dire ben la vision, c'est de faire cette meilleure bière du monde pour pouvoir y arriver. Et si je veux résumer ça assez simplement, donc cette vision des choses en partant d'un objectif commun, ce schéma pourrait être un simple truc à retenir. On a tendance à vivre dans l'industrie où on commence avec le bas de l'échelle, les opérateurs. Parenthèse, chez nous, on n'a pas d'opérateurs. On a des sous-tireurs, on a des brasseurs, on n'a pas d'opérateurs. C'est aussi une façon de respecter les gens. On a tendance à démarrer avec le bas de l'échelle où on donne des tâches. Et vous vous retrouvez avec des gens qui sont spécialisés dans des tâches, mais qui n'ont pas d'impact sur leur mission. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de renverser la pyramide, de se dire, on démarre avec une importance maximum sur le produit fini, sur donner cette envie aux gens d'avancer et de faire quelque chose de correct, et après, on en viendra à définir leurs tâches. Et j'aimerais conclure avec une petite allégorie au monde des offres d'emploi. Si vous lisez une offre d'emploi, 9 fois sur 10, vous allez avoir la brasserie Lupulus recrute un sous-tireur. Tâches demandées, rentrer les nouvelles bouteilles, brevet cariste exigé, compléter les checklists, rigueur exigée. Et donc vous allez, dès le début, dès le choix du personnel, les ranger dans des cases où vous allez leur demander toute une série de tâches sans leur demander le final qu'il y a derrière. Qu'à l'inverse, si dans votre offre d'emploi, vous leur proposez, la brasserie Lupulus recrute un sous-tireur. Mission, mettre en bouteille la meilleure bière du monde. Déjà, ils vont vous prendre pour un loufoque, mais en dessous de ça, vous leur proposez, mission, proposer des idées et les implémenter avec les autres départements. Dès le début, le gars, il sait que sa tâche, c'est de faire de la bonne bière, pas de compléter des checklists. Les checklists, elles viendront après, c'est évident, mais c'est de faire de la bonne bière, de proposer des idées et lui-même de les mettre en place. Le gars, il aura les cartes en main et quand il aura fini sa journée, il va rentrer chez lui en sachant que sa hiérarchie lui fait super confiance. Je leur ai toujours dit, moi je suis le parapluie, s'ils font une erreur, c'est moi qui ramasserai, parce que je leur fais confiance. Si on veut que ça avance, il faut. Et votre équipe, vous lui donnez la confiance, vous lui donnez les cartes en main, vous aurez des résultats. Donc c'est un peu vraiment, c'est simplement cette idée-là que j'aurais voulu vous faire passer aujourd'hui, en vous rappelant que même dans le monde d'aujourd'hui, c'est possible de rêver de passer toute sa carrière dans la même entreprise. On vit dans un monde où on a plutôt tendance à changer pour avoir de la nouveauté. Mais moi, je vous propose plutôt de réfléchir et, pour revenir à la toute première slide, à oser vous asseoir, prendre le temps de réfléchir à votre organisation. Pas uniquement réfléchir à des projets de mise en place de nouvelles lignes, de nouveaux outils de production ou autres, mais bien de réfléchir à la valeur des équipes pour pouvoir donner de l'impact aux gens et qu'ils soient épanouis dans leur boulot.
Je vous remercie sincèrement pour l'attention. C'était un chouette public.